Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la septième illusion et plus particulièrement pour une critique rétro puisque à l'occasion de la sortie de Vice Versa 2 dans nos salles françaises, nous allons revenir sur le tout premier film Vice Versa et je ne serai pas seul pour le faire puisque je suis accompagné aujourd'hui de Nightmare. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très, très, très bien et toi? Ça va très très bien et ça nous paraissait évident même dans le groupe que tu sois présent pour en parler puisque tu auras l'occasion d'en reparler. C'est quand même un film qui compte énormément pour toi, mais je te laisserai l'évoquer. De mon côté, évidemment, vu que je suis un grand fan des studios Pixar, c'est aussi pour ça que je suis présent pour en parler et nous allons donc revenir sur ce premier film sorti en 2015 qui avait notamment gagné l'Oscar du meilleur film d'animation, qui avait été un gros succès aussi d'un point de vue box-office, puisqu'il avait rapporté plus de 858 millions de dollars, ce qui est quand même l'un des gros succès, on va dire, du studio. Il avait même fait à peu près 4 300 000 entrées en France, donc vraiment un très très grand succès commercial, mais aussi critique, puisque le film a été majoritairement apprécié, certains le revendiquant comme l'un des meilleurs Pixar, si ce n'est le meilleur pour certains. Maintenant, est-ce que nous le pensons? Ça va être l'occasion d'en reparler. Vice-versa, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça raconte l'histoire, très globalement, d'une petite fille qui s'appelle Riley, qui va suivre ses parents lors d'un déménagement à San Francisco. Et tout le film, tout le principe du film, c'est qu'on va suivre ses émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, avec les différentes personnalités, telles que joie, colère, dégoût, peur, tristesse, etc. Et tout le but du film, ça va être de nous montrer comment les émotions guident notre vie, guident le parcours qu'on va dessiner, et il va y avoir plusieurs péripéties qui vont permettre de questionner justement l'adolescence et l'enfance et tout ce genre de choses qui peuvent être très intéressants. D'ailleurs, le film est inspiré d'un véritable travail de psychanalyse, puisque c'est le psychologue Paul Ekman qui avait fait une théorie sur les émotions et qui du coup a inspiré directement les personnages du film, en dehors d'une émotion qui a été laissée de côté, parce que de base il devait y avoir aussi la surprise, parce qu'il y a 6 émotions dans sa théorie, mais finalement Pixar a décidé de garder ces 5 émotions pour ce film. Bref, maintenant que j'ai résumé un petit peu le film, je vais te demander directement, ma chère Nightmare, pourquoi ce film est important pour toi et pourquoi ça t'a marqué? Alors, c'est pas qu'il m'a simplement marqué, parce que là, on parle tout simplement de mon film préféré. Pas mon Pixar préféré, pas mon film Disney préféré, mon film préféré tout court. C'est vraiment le film qui me transcende le plus. Et je sais pas si c'est le sujet, le fait de justement s'attaquer aux émotions, mais en tout cas, c'est vraiment le film qui me fait le plus ressentir d'émotions. J'adore ce film, il me fascine énormément, il me fait pleurer énormément, il me fait passer par tout un tas d'émotions extrêmement fortes et ouais, j'ai jamais ressenti un amour aussi profond pour un film que pour Vice Versa. Et ça, c'était pas arrivé depuis 2002 avec La planète au trésor. Oui, donc on est effectivement sur un film que on peut dire que tu adores. Pour le coup, effectivement, film préféré, c'est pas rien, et ça montre à quel point, pour toi, en l'occurrence, mais même pour d'autres personnes, parce que je suis sûr que tu n'es sûrement pas la seule dans ce cas, c'est un film qui a beaucoup touché le public et qui a beaucoup Mmh. marqué le public pour différentes raisons qu'on va essayer peut-être d'analyser aujourd'hui. De mon côté, je l'ai revu justement pour préparer cette petite critique rétro. Alors à la base, je suis quelqu'un qui adore les studios Pixar, mais vice-versa n'a jamais été celui qui, on va dire, trustait le haut du classement, parce que, bah, en fait, c'est ce que je veux dire aussi dans cette vidéo, c'est un film qui, quand je l'avais vu, je l'avais trouvé bon, mais il m'avait pas particulièrement touché, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que en vrai, les messages du film et ses thématiques sont, mine de rien, assez touchante, assez universelle même, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ce que le film raconte autour des émotions et de la trajectoire de Riley. Mais la première fois, je sais pas, ça a pas trop marché, j'étais même limite en train de dire que le film était un petit peu moins bien que les autres. Mais par contre, heureusement, je l'ai revu hier et je pense qu'en vrai que je vais me calmer là-dessus parce que même si je maintiens que c'est un film je ne sais pas trop pourquoi ne me touche pas plus que ça. Il manque un truc, ou je sais pas, la thématique, quelque chose ne fonctionne pas. Mais je peux indéniablement ne pas. Je suis obligé de dire que c'est un excellent film d'animation, dans tous les cas, parce que
honnêtement, j'ai du mal à trouver un réel pur défaut au film. Parce que les quelques petits trucs que je pourrais dire, des trucs qui sont purement personnels à la limite, mais qui ne sont en aucun cas des défauts de mise en scène, d'écriture, de blagues, d'émotion, d'animation, etc. Parce que honnêtement, je trouve qu'effectivement, c'est un excellent film. Juste par rapport à d'autres Pixar que j'ai pu voir dans ma vie, vu que je les ai quasiment tous vus, je peux dire sans trop de problème que je pense pas non plus qu'il soit dans le haut du classement, mais ça n'empêche pas d'être un excellent film et on va décrypter pourquoi justement ce film fonctionne autant. Et ben, on va commencer directement par tout ce qui va être le travail visuel du film, l'animation, la direction artistique, au-delà de ça, parce qu'une belle animation ça ne fait pas tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'aspect visuel du film? Bah, je trouve que c'est assez exceptionnel. De toute façon, je vais être assez dithyrambique, je vais avoir du mal Oui, à bah, c'est ton film retenir préféré, c'est et normal. je vais avoir du mal à être retenu dans les mots que j'emploie, mais forcément, oui, je trouve le film exceptionnel. Ce côté assez épuré qu'on a pour justement essayer de retranscrire justement les émotions, cette manière de justement créer justement ce ressenti intérieur. C'est forcément un challenge un peu technique, tu vois, parce que c'est vraiment se baser sur des ressentis pour essayer de matérialiser quelque chose de concret. Et du coup, il y avait deux possibilités, essayer de faire le plus possible et donc avoir quelque chose d'extrêmement fourni, ou essayer de rester extrêmement sobre, et ils sont partis plutôt sur cette vision-là. Et ça donne un film qui, honnêtement, est magnifique visuellement. Euh, j'aime beaucoup les décors, que ce soit justement la salle de contrôle où tu as justement les émotions, donc joie, colère, dégoût, peur et tristesse, qui sont qui vraiment interagissent dans cet univers, où justement tout l'arrière-plan avec toutes les pensées, avec tous les mondes qui permettent de retranscrire des aspects phares de la personnalité de Riley. Je trouve vraiment que c'est aussi sobre que élégant, et en même temps, je vois pas ce qu'on aurait pu rajouter de plus sans que ça paraisse trop. Je vois, en effet, c'est surtout qu'il y a un travail parfois un petit peu plus poussé, même sur l'animation, parce qu'il y a deux trois séquences qui vont jouer un peu. Déjà, rien que même le design des émotions, quand on fait gaffe, j'ai l'impression, alors ça peut être à la fois un défaut d'animation, tout comme je pense une volonté, quand on fait gaffe un petit peu à leur visage par exemple, on a l'impression qu'ils sont limite un petit peu flous, comme s'il y avait des textures qui manquaient au niveau du finish, mais d'un autre côté, quand on y réfléchit, c'est pas si déconnant parce que bah, ça reste des émotions, donc il y a une certaine notion d'abstrait entre guillemets, ou en tout cas qui est éloigné de la réalité, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a même toute une séquence là lorsqu'ils prennent le raccourci pour aller vers le monde imaginaire, où il y a du coup tout un truc où ils vont passer de 3D un petit peu rétro, ensuite à la 2D complète avec des formes complètement abstraites pour ensuite sortir. C'est une séquence plutôt amusante qui joue bien là-dessus. Hum. Même si d'ailleurs je me suis interrogé pendant le film, mais ça se trouve je me prends trop la tête. Je me suis demandé, mais si il prend tout le temps ce raccourci, genre ça lui est jamais arrivé? Et ça j'ai pas compris. Mais ça se trouve tu as un élément de réponse. Parce que vu qu'il prend tout le temps Ça, ce raccourci et il dit dans le film, je me dis bah du coup ça ça lui fait est déjà arrivé. partie de ces petits points scénaristiques, des petits détails où tu peux te dire que voilà, c'est une légère ficelle scénaristique un peu plus visible que les autres. C'est pas dramatique, mais je pense qu'à la limite, Mm. ce qui aurait été bien, c'est genre une phrase toute bête, je sais pas. En gros, elle s'active que quand il y a un truc différent, vu que Bing Bong est un ami imaginaire, peut-être qu'il a une structure différente des autres habitants de, du cerveau de Riley. Genre, ça aurait pu être un truc tout bête comme ça, mais bref, c'est qu'un petit détail qui ne dérange en rien la fluidité de l'histoire. Et de manière générale, on sent que l'animation est travaillée, même quand on est dans des Mm. scènes du côté de Riley, il y a de magnifiques simulations, notamment d'eau, de lumière, lorsqu'on est sur la fin notamment, il y a vraiment tout un travail notamment du clair-obscur, parce que forcément, vu que l'histoire devient un petit peu plus dramatique, ça joue un petit peu plus là-dessus, avec des teintes orangées qui sont faits avec les feux rouges, etc. Il y a quelque chose qui fonctionne bien.
Et de manière générale, honnêtement, je pense qu'effectivement, visuellement, le film reste toujours très agréable à regarder. De toute façon, Pixar, vous le savez, c'est quand même, je pense, les maîtres en termes de pure animation 3D, en tout cas, hein, parce que évidemment qu'on peut préférer d'autres types d'animation. Même s'il y a Mm. certaines animations plus récentes d'ailleurs qui viennent d'autres pays qui sont encore plus bluffantes peut-être d'un point de vue purement technique, hein. Je pense à, je crois qu'en plus tu l'as vu, c'est le Royaume des Abysses, Oui, film chinois qui est sorti cette année, qui visuellement est une tuerie absolue, eh clairement. bien, Le Royaume des Abysses, hein, pour faire une très légère digression, est en phase de devenir mon film préféré et pour l'instant mon film préféré de 2024 et il a de très fortes chances de rejoindre la liste de mes films préférés. Et bah, c'est un film qu'effectivement j'ai trouvé très réussi, également, qui m'a beaucoup touché. Mais bref, revenons au sujet du jour. Donc on a parlé de l'aspect visuel qui était très réussi. On peut toucher un petit mot notamment sur la musique, parce que c'est une musique qui quand même reste dans les mémoires et qui a, je pense, marqué pas mal de gens, qui a un aspect un thème musical qu'on peut écouter dès le début d'ailleurs du film durant les crédits, enfin durant les studios de production, qui est donc composé par Michael Giacchino en l'occurrence, qui nous a du coup servi une belle bande originale. Ouais. Est-ce que tu aurais un truc à dire là-dessus avant qu'on nous passions sur un autre élément ou pas? Que dire de plus à part que oui, effectivement, la musique est magnifique et que c'est avec Vice Versa que je trouve Michael Giacchino a sorti un des plus beaux thèmes musicaux de sa carrière et des années 2010. C'est c'est tout simple, vraiment, c'est genre quelques notes aiguës sur un piano avec une ambiance un peu lancinante, un peu vaporeuse pour l'accompagner. Et ça marche bien, ça marche tellement bien, ça retranscrit le vrai sentiment d'innocence que tu peux avoir quand tu es, quand t'es enfant. Hmm, exactement. C'est vraiment. C'est vraiment un thème qui est parfait, qui est magistral et c'est merveilleux. C'est un thème qui est merveilleux Puis même et au-delà de voilà ça, quoi. le thème principal est très bon, mais on a aussi de belles autres compositions au cours du film pour rythmer un petit peu tout ça. De toute façon, Oui, généralement, on est rarement déçu du côté de Pixar. Là encore, on parlait de l'animation et même de la musique. Généralement, c'est rare qu'ils fassent une mauvaise BO. Honnêtement, il y a toujours un très bon travail là-dessus. Et là encore, ça ne trompe pas, ça permet de bien rythmer le film. D'ailleurs, en parlant de rythme, je trouve que là-dessus, c'est clairement l'un des points forts du film. On s'ennuie pas une seconde. Mais pas une seconde. C'est tellement bien rythmé dans la façon dont le récit évolue, que ce soit dans les instants d'émotion, dans les instants de blague, les instants de péripéties, etc. À la limite, le seul petit passage qui, légèrement, vraiment, c'est du chipotage absolu, peut être un peu vu comme un rythme un peu moins bon, c'est plus le passage où quand ils sont dans le studio de rêve, qui est excellent d'ailleurs, tout ce passage est excellent et c'est très original. Mais tout le passage où Bing Bong va finir par se faire emprisonner, ils vont devoir amener quelque chose qui leur fait peur pour réveiller Riley. Je trouvais ouais. que c'est un petit peu dommage parce qu'en vrai, ça fait un poil redite par moment. C'est une légère redite par rapport à ce qui a été montré avant. C'est pas grave, dramatique du tout parce qu'en plus on a des idées là, dans cette scène qui sont excellentes. Le fameux aspirateur de mémé qui fait peur. Moi ça m'a fait beaucoup rire. C'est très très bien. Mais si on chipotait, ce serait le seul instant où j'ai fait un léger petit moment de pause quoi. On va dire léger petit moment où ça se calme un petit peu. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais c'est le seul moment que j'aurais à redire, mais sinon, du début à la fin, 1h30, même un petit peu moins sans le générique de fin, c'est très très maîtrisé d'un point de vue du rythme. Euh, alors si tu veux, tu peux toucher un mot au niveau justement de la gestion du rythme du film, et sinon tu peux évoquer aussi plus généralement, on peut commencer à rentrer dedans dans le scénario, tout simplement, parce que c'est aussi Ouais. important dans Non, l'équation. mais on va rentrer directement dans le scénario parce que tu as tout dit. Le rythme, pour moi, il est impec. Il y a peut-être deux, trois moments qui peuvent baisser un petit peu au niveau de la cadence, mais vraiment trop fois rien, quoi. Mais ouais, on va doucement bifurquer sur le scénario et je vais surtout parler d'un point que tu viens d'évoquer, hein. C'est le personnage, le personnage pour moi du Oui, film.
Je puisque vois, je c'est vois. le personnage de Bing Bong. Donc pour ceux qui auraient un peu oublié le film ou qui ne l'auraient pas encore vu, mais qui découvrent ce film à travers cette critique, hein, Bing Bong, c'est du coup un ami imaginaire que Riley avait quand elle était vraiment tout enfant et qui depuis a été un peu délaissé, un peu oublié. Et c'est pour moi le personnage. Tu vois comment de la même manière que dans Cusco par exemple, le personnage c'est Kronk parce que c'est lui qui porte tout le film. Mhm. Je vois. Ben, pour moi, Bing Bong, c'est la même chose. C'est vraiment le personnage qui porte tout le film. C'est le personnage qui capture vraiment l'essence même de tout ce qu'est de tout ce qu'est le film. Qui capture toute toute l'innocence du personnage de Riley qui va être mis à mal par tous les chamboulements qu'elle va traverser, hein, commencer par le déménagement. Euh, le fait d'être éloigné de ses amis, le fait de devoir prendre un nouveau rythme de vie, c'est le fait de laisser quelque chose derrière soi dans ce film, c'est quelque chose de c'est un thème qui revient régulièrement et bah, pour moi, c'est le personnage qui c'est un personnage qui est extrêmement attachant. J'aime beaucoup la manière dont il est amusant, dont il est, Ouais, même quand il est, même quand il est en train ce qui est assez marrant du comédie visuel, mais c'est que même quand il pleure, il garde cet effet d'innocence parce qu'il pleure littéralement des bonbons. c'est quand oui, même, voilà. c'est quand même Et là, énorme. tu sens qu'il y a eu un blanc, mais un blanc de Oui, va falloir non, aborder mais le truc j'imagine, qui était je comprends, je comprends. le point scénaristique Alors d'ailleurs, du avec ce coup, personnage-là, mais on le verra en petites ouais, voilà, spoilers. c'est ça, on le fera après. Du coup. Mais ouais, j'adore ce personnage. C'est un de mes personnages Disney préférés, un de mes personnages de cinéma préférés tout court. Je, c'est un personnage qui me fascine, c'est un personnage que j'adore et voilà, c'est un film, c'est un personnage que je trouve merveilleux et qui capte vraiment tout le film. Et après, d'un point de vue scénaristique, c'est très chouette. C'est-à-dire que on part d'abord d'une discorde, tu vois, le fait que Joie prend son. J'aime beaucoup le fait que Joie prend son travail trop à cœur. Vraiment, pour elle, il faut que Riley soit toujours heureuse et qu'il Joyeuse, n'y ait ouais. pas de place pour les autres émotions, si ce n'est pour des points un peu mineurs. Mais il faut que ce soit un personnage. Il faut que Riley soit un personnage qui pétille, qui ait la joie de vivre et il faut que à tout moment elle puisse afficher le plus grand de tous les sourires. Et du coup, elle délaisse beaucoup le tristesse, qui du coup n'a pas vraiment son rôle à jouer, son mot à dire dans l'évolution de Riley. Et, euh, et tout le but du film, ça va être à partir d'un fâcheux événement, Mhm. euh, de faire comprendre à Joie que la tristesse fait partie fait partie intégrante de la vie et que c'est important d'être triste autant que d'être joyeuse et que c'est pas des émotions qui sont opposées mais qui sont complémentaires et c'est vraiment amené d'une manière absolument magnifique et vraiment le fait de jouer sur les émotions de manière aussi frontale dans les thématiques, je crois que c'est ça qui me fait que je suis autant réceptive sur ce film parce qu'en plus l'exécution est exemplaire. Mhm. Surtout qu'en plus, l'évolution effectivement de côté tristesse et joie qui se complètent, ça amène aussi à l'évolution de Riley, parce que moi ce qui m'intéressait aussi quand je le regardais, je me disais, si jamais on retire toutes les scènes impliquant les émotions, imaginons, et on garde que les scènes avec Riley extérieur. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait, parce que je me suis dit que l'évolution qu'on peut suivre de Riley correspond très très bien avec celle qu'on va suivre dans le film, parce que
tout comme quand on est enfant, évidemment, on éprouve principalement de la joie parce que on n'a pas encore beaucoup de responsabilités, ou en tout cas beaucoup de problématiques, de problèmes qui peuvent nous chagriner ou ce genre de choses. On a évidemment des instants de pleurs, de dégoût, de peur classiques, hein, comme n'importe quel enfant. Mais c'est pour ça qu'aussi qu'au début il y a plein de joie, c'est parce qu'on assimile l'enfance à une certaine idée de bonheur, de joie, d'innocence. Et à l'inverse, Mhm. effectivement, quand l'adolescence arrive petit à petit, c'est là où on commence à se poser des questions, c'est là où on commence à s'interroger, alors peut-être quelques instants de tristesse, et c'est justement pour ça que le film est, selon moi assez malin, c'est que tout comme l'évolution de ces émotions, en tout cas de comment il fonctionne et de la philosophie de joie sur la tristesse est intéressante, mais elle colle parfaitement aussi avec l'émotion que nous, en tant qu'être humain, on va ressentir. C'est assez cohérent avec en fait avec le double scénario qu'on suit. Donc j'ai beaucoup aimé regarder ça, enfin découvrir ça et suivre cette évolution parce que c'est très très bien écrit à ce niveau-là. Alors on va rentrer, même si on a déjà évoqué quelques petits éléments du scénario sur la fin, mais bon, de toute façon, si jamais vous n'avez pas encore vu le film, dans tous les cas, nous vous invitons fortement à le découvrir parce que c'est un film très très réussi qui a plein de belles scènes, plein de belles choses à découvrir et qui va peut-être vous faire verser une petite larme, voire plusieurs, selon votre sensibilité et votre ressenti. De notre côté, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, on va du coup rentrer dans une partie plus spoiler, et on va notamment évoquer, évidemment, une scène en particulier que Nightmare, je pense, va vouloir évoquer, et je comprends pourquoi, parce que moi aussi, je l'avoue, au revisionnage, ça m'a fait un petit quelque chose, mais je vais te laisser l'évoquer. Raconte-nous ce passage, cette scène qui, selon toi, résume Vice-Versa. La scène la plus forte du film, c'est la scène où du coup Joie et Bing Bong sont coincés dans les souvenirs effacés, les souvenirs perdus, une sorte d'abîme où vraiment tu ne peux pas en ressortir. Et ils y retrouvent la fusée, pardon, la fusée de Bing Bong, et grâce à elle, ils vont réussir à essayer de s'en sortir. Ils n'y arrivent pas de prime abord, mais en voyant que justement ça va être difficile pour eux de s'en sortir, Bing Bong, au terme d'un dernier essai, saute de la fusée en plein élan, et du coup Joie réussit à s'en sortir, mais Bing Bong reste dans l'abîme et meurt. Enfin, Est oublié, en tout cas. il devient définitivement effacé, et du coup il disparaît de l'imaginaire de Riley, avec cette phrase cette phrase qui me détruit à chaque fois. C'est une phrase tellement belle, tellement pure, tellement innocente. Vraiment, il regarde avec un sourire joie et il dit: «Emmène-la sur la lune pour moi», parce que quand il était vraiment l'ami imaginaire au quotidien de Riley et pas juste un joli souvenir, c'était un peu la promesse que Riley avait imaginée justement avec Bing Bong. C'est qu'avec avec leur fusée, qui est en fait une brouette qui fonctionne à la musique, Exactement. il l'emmènerait sur la Lune. Et avec cette phrase-là, tu comprends que Riley a grandi, Riley a grandi, toi tu peux encore la sauver, faire en sorte que ce soit une personne heureuse, et moi, j'appartiens définitivement au passé. Si quelqu'un doit l'emmener sur la Lune et lui faire vivre des expériences très fortes, c'est toi, c'est plus à moi. Et toute la scène est merveilleuse dans son exécution, parce que jamais elle, jamais elle n'est exagérée, jamais elle est en mode on fait du drame forcé ou exagéré ou quelque chose. Toute la scène est douce. Le moment où Bing Bong se rend compte que merde, je commence à disparaître, je suis peut-être condamné, c'est peut-être mon moment à moi de partir. Tout est calme, tout est tranquille, et l'exécution est parfaite, l'émotion est pure dans ce moment.
Et ouais, là, ma voix tremble, mais devant le film, le visionnage est déchirant et c'est un des passages de cinéma qui me fait pleurer à chaudes larmes, mais à chaque fois. À chaque fois. Il n'y a pas eu une exception. Et même quand je regarde la scène, même si je décide de regarder la scène séparée de tout le film, la scène m'émeut. Mais au sein du film, comme je profite de toute l'évolution qu'il y a eu avant, là vraiment la scène est déchirante au possible. Surtout que c'est bien aidé par un doublage, on n'en a pas parlé, mais le doublage français, parce que je dis en version française de mon côté, hein, je l'avoue, hein, je ne suis pas un puriste VO pour ce qui est de Pixar, j'avoue que c'est très souvent en VF. La VF, notamment du personnage de Bing Bong, et d'ailleurs je vais vous citer le nom, sauf si tu l'as dès maintenant, mais moi je vais quand même lui rendre honneur, c'est du coup Didier Gustin, voilà, qui fait la Qui voix d'ailleurs de... doublait Cusco. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Et tout le cast français, qui est d'ailleurs composé majoritairement de Star Talent pour ce qui est des émotions d'ailleurs, est vraiment Mm. très très réussi. On a vraiment du très très bon, que ce soit on a Charlotte Lebon dans Joie, on a Gilles Lelouch en Colère, on a Mélanie Laurent en Dégoût, Pierre Niney en Peur, Marie-Lou Berry qui est géniale dans Tristesse, je la trouve, je trouve que c'est celle que je préfère, je crois, dans les 5 en termes de pur doublage. Mais ils sont tous vraiment très très réussis, tout comme souvent chez Pixar, le doublage est de qualité, à part quelques exceptions bien sûr, un petit peu moins réussi, mais généralement c'est plutôt correct. Donc déjà ça aide beaucoup effectivement à l'identification des personnages, et puis tout ce côté-là avec Big Bang et toute l'évolution qu'il va y avoir dans le cortex, enfin dans tout le cerveau, c'est aussi bien aidé, je pense, par le côté humoristique du film, qui permet de Ouais. créer un vrai attachement à ces personnages. Il y a un très très bon humour, comme souvent chez Pixar, il y a un humour qui est assez par moments, pas référencé, mais en tout cas qui fait quand même référence à des trucs qui sont assez spécifiques, et notamment lorsqu'il y a les ouvriers qui retirent des souvenirs de la mémoire à long terme, et ils disent en gros il y a 10 noms de présidents, bon tu gardes Washington, tu gardes Lincoln, tu gardes le dernier et hop tu vires le reste. C'est- Ça c'est très drôle, c'est vraiment un humour qui est assez ludique, qui fonctionne bien. Il y a d'autres passages pareil qui sont dans ce sens là, pareil le côté la pub de dentifrice qui reste dans la tête Oui, jusqu'à ce voilà, que le petit slogan qui reste en tête. Ils ont réussi à vraiment capter ce côté genre ah, c'est comme ça qu'un truc reste incrusté dans ton esprit pendant des heures et des heures et que ça peut revenir comme ça, mais genre pouf, sans aucune raison apparente. C'est vraiment d'ailleurs génial, c'est vraiment pour vous très bien trouvé. Pour vos spectateurs, je vous ramène un souvenir pour ceux qui iront au cinéma. J'aimerais aller ailleurs, n'importe où. Booking.com. D'accord, mais Si bungalow ou chalet? Ah, je sais pas. Ah, Euh, mauvaise qu'est-ce- réponse, il va dire franchement, je m'en fous. Ah, je suis désolé. Pardon. Excusez-moi. Mais dans tous les cas, oui, ça a plutôt bien retranscrit en effet cet effet-là. Il y a aussi tout le côté monde imaginaire, le moment qui me fume de rire à chaque fois. C'est quand il y a le monsieur Monsieur Nuage qui se fait malheureusement évaporer. Et il y a je crois que c'est la femme après, qui se fait également évaporer à un moment donné, et il y a le flic qui dit laisse, c'est du vent. Oh, c'est tellement un bon humour, j'adore. Mm. Mais du coup, j'ai bien aimé ces passages-là, et de manière générale, vraiment, on a un humour à la Pixar qui fonctionne du tonnerre et qui permet d'autant plus de s'attacher à ces personnages, à ce récit, qui, mine de rien, même effectivement, tu as évoqué le passage de Big Bang, mais de manière plus générale, avec un regard peut-être plus adulte, j'avais cette impression que le film, quand même, évoquer des choses extrêmement difficiles par moment, et notamment Mm. tout le côté où la machine arrête de fonctionner sur la fin, Mm. et que du Ben, coup elle serait sans émotion. Vas-y, je te laisse. tu vois, justement, vice-versa, donc il y a la fameuse scène de la mort de Bing Bang qui me déchire le cœur à chaque fois. Mais vice-versa, c'est un des rares films qui me fait pleurer plusieurs fois dans le même film, dans le même visionnage. Et en l'occurrence, un peu plus tard dans le film, donc vraiment bon, quasiment en guise de climax émotionnel. Du coup, ne sachant pas quoi faire, du coup, ta colère, peur et dégoût qui décide de prendre une décision sur sur un coup de tête concernant Riley, qui du coup se matérialise par le fait que Riley fugue.
Et vraiment, au dernier moment, du coup, Joie et Tristesse vont réussir à revenir et à débloquer la situation, à faire revenir Riley à la raison. Et le moment où elle rentre, justement, et où elle fond en larmes, parce que justement, on dit à Tristesse, c'est ton moment, c'est à toi d'exister, c'est à toi de contrôler Riley, parce que elle a besoin de ça, elle a besoin de pleurer, elle a besoin d'extérioriser. Ce moment où du coup tu as Riley qui fond en larmes et qui dit juste à ses parents, je suis triste, je suis malheureuse, mes amis me manquent, je me sens pas bien depuis qu'on a déménagé. Et vraiment, le fait de synthétiser dans des phrases assez simples tout le chamboulement émotionnel qu'a Riley depuis qu'elle a déménagé, donc depuis le début du film, c'est là encore très beau, très fort. Et c'est vraiment amené de manière très naturelle. Et j'adore cette scène parce que non seulement elle est très belle pour le personnage de Riley, mais elle est de manière totalement différente, très belle pour le personnage de Tristesse, parce que du coup, t'as un des deux personnages qui réussit à lâcher la pression, à enfin dire ce qui lui pesait depuis le début du film, et de l'autre, tu as le personnage qui a enfin le droit à son accomplissement, qui a enfin le droit à avoir qui a enfin le droit d'exister au même titre que tous les autres, de la même manière. C'est vraiment un climax que je trouve vraiment bien pensé, très beau, et encore une fois qui me fait pleurer sur attention, le deuxième service. Et deuxième service, mais tu vois, c'est cette scène-là par exemple où je sais pas pourquoi, autant Bin Monk j'avais un petit peu effectivement une légère larme à l'œil, hein, au moins j'étais vraiment touché par cette scène-là. Cette scène-là, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, elle me touche évidemment, mais ça m'a jamais anéanti comme certains. Je sais pas Mm. pourquoi, parce que je sais que c'est une scène que beaucoup de personnes portent particulièrement dans leur cœur. Mais le truc, c'est que justement, je me pose encore la question de pourquoi. Parce que je trouve pas que le film soit raté. Je trouve qu'il est excellent et Ouais. il est très très réussi d'un point de vue de l'écriture. Et je suis Ouais. incapable de trouver la raison qui expliquerait pourquoi ça me touche pas, à part que juste, bah, voilà, on a tous, bah, écoutez, c'est dans le thème en plus, on a tous des émotions, des personnalités différentes. Il faut croire que sur ce film-là, je sais pas, ça matche pas, il y a un truc qui bloque légèrement, même si, bien évidemment, que j'aime beaucoup également ce film. Surtout que, au-delà du climax, toute cette idée d'émotion qui ont du coup plus accès à Riley sur la fin avant que Tristesse arrive, et que notamment le fait que Joie soit un peu dans la mémoire, enfin effacée, dans le truc qui efface la mémoire en tout cas, c'est d'un autre côté assez flippant, je trouve, parce que c'est limite une représentation de si jamais ça allait jusqu'au bout, est-ce que ça aurait été encore plus loin, et dans ce cas on serait sorti du film pour enfants, parce que si on va jusqu'au Mm. bout de cette démarche, ça va presque dans une pure dépression, voire même un acte que je ne vais pas citer, mais que je pense que vous commencez à cerner. C'est un truc qui est flippant, je trouve, sur les bords, même comme vision de. Parce que ce gouffre, Mm. vraiment, peut te. En tout cas, visuellement, je trouve qu'il fonctionne très bien, que ça t'amène à une réflexion de te dire, et heureusement que les péripéties du film, évidemment, on est dans un film pour enfants, ça veut pas non plus être parce que là ça aurait été vraiment cruel, clairement, si c'était la fin que j'imaginais. Mais il y a vraiment une réflexion là-dessus que j'ai bien aimé, une réflexion sous-jacente en tout cas, qui est un peu en fond, et qui, je trouve, est assez juste là-dessus. Euh, donc, pour retranscrire un peu justement l'isolement social, surtout quand on est enfant, quand on est en face du harcèlement, ce genre de choses. D'ailleurs, j'aurais peut-être aimé que le film insiste un peu plus là-dessus, parce que on a une scène au début dans l'école qui est très bien, mais j'aurais peut-être aimé en voir un poil plus, éventuellement. Mais Bah, bon. je pense que ça aurait pas forcément eu sa place là, mais pardon. Mais étant donné que on a un Vice Versa 2 qui va arriver là tout fraîchement, qui va beaucoup plus se centrer sur l'adolescence pour le coup. C'est une scène qui pourrait avoir lieu dans ce film, et qui en tout cas qui pourrait être très intéressante à exploiter.
Bah d'ailleurs, parfaite transition, merci beaucoup, parce que je pense que, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, qu'on pourra dire après, nous avons fait le tour de ce vice-versa. Nous pouvons évoquer nos attentes pour le 2, parce que mine de rien, au moment où cette vidéo sortira, soit il sort dans la semaine ou la semaine prochaine dans tous les cas. Donc ça approche, ça arrive très très vite, et même si on évoquera durant, ce qu'on croit sûrement bien entendu, une critique du 2, on évoquera sûrement ce qu'on attendait, on peut d'ores et déjà évoquer qu'est-ce qu'on attend du 2? Et je vais me permettre de commencer pour le coup parce que moi j'avoue que j'ai eu très peur au début. Quand j'ai vu le premier teaser arriver, déjà de base vu que je l'avais pas revu en plus vice versa, j'étais moyennement chaud parce que bah, du coup j'étais pas non plus un immense fan du film. Là en l'ayant revu quand même j'ai un peu plus d'attente du coup. Mais j'ai très très peur de la redite. Mais vraiment, j'ai très très peur de cela parce que les deux bandes annonces ne m'ont pas rassuré à ce niveau-là. Parce que surtout qu'en revoyant le film, je trouve en tout cas, les thématiques qui ont l'air d'être évoquées dans le 2, bah, elles sont déjà évoquées dans le 1. Bah, en tout cas, dans une certaine mesure. Évidemment, c'est Pixar, ils vont forcément trouver au moins. Je ne doute pas que le film sera au minimum bon. Parce que ça reste Pixar, ils vont pas se foirer complètement. Mais je questionne l'intérêt d'une suite, honnêtement. Mmh. Mais peut-être que toi, tu es dans une philosophie différente, peut-être que tu attends différemment. Dis-nous tout. Alors, ouais, j'ai forcément une philosophie différente parce que, ben, étant donné que Vice Versa est mon film préféré, on parle pas de n'importe quelle suite, mais j'ai déjà, je tiens à rappeler un fait qui est incontestable, c'est Disney, de manière générale, pue la merde en termes de com. Vraiment, C'est dit. ils ne savent pas vendre comme il faut un film. La seule manière qui font que les films cartonnent du côté de chez Disney, c'est que bah, Disney, dans l'inconscient collectif, c'est inscrit comme des films familiaux, des films que tu peux emmener toute la famille avec pour passer un moment un peu magique, un peu féerique pour les enfants, et hop, on retourne en enfance pour les adultes. Et mais ils savent pas vendre leurs films comme il faut. Donc voilà, ça c'est un fait qu'il faut, qu'il faut déjà remettre. Mais de mon côté, étant donné qu'on parle de la suite de mon film préféré, il y a un risque. Il y a un risque qui est tellement énorme pour moi, c'est parce que ben, tout ce qui pourrait être foiré dans Vice Versa 2, ça serait un truc où je me dirais, ah, mon film préféré vient d'être terni par un ajout qui n'était pas nécessaire. Du coup, moi, je n'ai aucune attente. Je n'ai placé aucune attente. Je n'ai regardé que le premier trailer pour la curiosité, mais je n'ai vu aucune autre bande-annonce parce que je savais déjà que j'irais le voir et que j'avais envie de me préserver du plus possible d'éléments. Et je pars du principe que ça sera forcément un film qui sera moins bon que le premier. Parce que tu peux pas faire plus que le premier en fait. Tu peux faire enfin si tu peux, mais c'est quasi impossible, tu vois. Il y a l'échelle la barre est placée trop haut. Du coup, je pars juste du principe que ça sera un film moins bon que le premier. Et j'attends juste un bon film, parce que c'est ce qu'on est en droit d'attendre de chaque fois qu'on va dans une salle de cinéma, attendre un bon film. Surtout que l'effet de surprise sera absent. Parce que c'est aussi ça qui fait que le premier film a marqué, c'est que bah, on découvrait cet univers, on découvrait ces personnages. Là, l'effet de surprise est parti. Donc maintenant, c'est est-ce qu'ils vont avoir un scénario en béton pour pouvoir assurer derrière? Parce que bon, on sait que Pixar sont capables de faire de très bonnes suites, hein, c'est pas impossible. On a vu Les Indestructibles 2 par exemple, pour moi c'est excellemment bien réussi. Mais à voir. Dans tous les cas, on aura l'élément de réponse très très vite puisque nous vous rappelons que Vice Versa 2 sort le 19 juin en France. Il y a même des avant-premières dimanche 16 juin. D'ailleurs, peut-être que cette vidéo sortira le dimanche 16 juin, peut-être, nous verrons bien. Dans tous les cas, on pourra très vite se faire une idée et on sera là pour vous en parler, bien évidemment. Merci à toi, Nightmare, d'avoir été là pour cette petite vidéo sur ce film qui te touche tant. Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui, surtout l'impact que ce film a eu sur toi, vu l'impact que ce film a eu sur toi. Mmh.
Et bah, j'espère que tu as passé un bon moment et j'espère que vous, le public, vous avez passé un très bon moment également. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo de la 7ème Illusion et bien évidemment pour la critique de Vice Versa 2 qui arrivera bien évidemment par la suite. Et bah voilà, à la prochaine. Salut!